Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le vendredi 23 mars 2018. Alors sans plus attendre, on va débuter par l'avertissement légal sur les risques. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, concernant le briefing de l'actualité, alors hier on a eu déjà la Banque d'Angleterre qui a maintenu sa politique monétaire inchangée, mais il y a eu deux premiers votes en faveur d'une hausse des taux, parce qu'ils estiment que la hausse des salaires devrait présenter un risque haussier sur l'inflation à moyen terme. Au niveau des tarifs douaniers et la politique protectionniste de Donald Trump, l'Europe et les pays de l'AENA seront exemptés des tarifs sur l'acier et l'aluminium qui entrent en vigueur aujourd'hui. Alors, pour l'Europe, ils sont exemptés jusqu'au 1er mai, date à laquelle un nouveau accord, des renégociations doivent être faites entre les deux régions pour eh bien du côté des États-Unis. A priori, ils veulent une balance commerciale moins négative. Faut savoir que la balance commerciale entre l'Europe et les États-Unis, je dis pas l'Union européenne, hein, mais je dis bien l'Europe et les États-Unis, eh bien cette balance commerciale est bien négative. Voilà, donc les États-Unis sont également déficitaires avec l'Europe sur le plan commercial. Donc voilà, l'Europe exemptée également des tarifs sur l'acier et l'aluminium jusqu'au 1er mai. Également, l'administration de Donald Trump a annoncé son intention d'imposer des restrictions commerciales d'un montant non pas de 50 milliards, mais de 60 milliards de dollars sur les importations chinoises. Et la Chine qui a annoncé qu'elle ne souhaitait pas rentrer dans une guerre commerciale et qu'elle allait prendre le temps de réagir, mais a déjà dévoilé une liste de 128 produits américains qui pourraient être des cibles potentielles de représailles. Je vous ai mis un graphique sur la droite qui est fourni par le site Quartz et vous voyez que au final pour le moment les pays exemptés eh bien représentent 53% des importations d'acier et d'aluminium des États-Unis. Voilà, et on voit clairement un ciblage pour les pays d'Asie et avec la Russie, regardez Chine, Russie, Taïwan, Japon, l'Inde, euh, donc voilà. Et voilà, une annonce qui est passée dans l'ombre de l'actualité, c'est qu'un nouveau shutdown a été évité, mais Trump a dû renoncer au financement de son mur mexicain. Et donc le nouveau shutdown permet une augmentation le financement du budget américain de 1300 milliards de dollars. Alors bonjour à vous tous, bonjour François, j'espère que vous allez bien. Catherine que je salue également, DAX, RSI et stochastique très bas en HK, va-t-il descendre jusqu'à 11 150? Une petite idée, alors on va voir ça tout de suite. Bonjour à vous Loïc, Raymond, que je salue, Ramsey, Eliane et Jim, merci pour les confirmations de son. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On continue. Au niveau des chiffres, hier on a eu une chute à Wall Street, hein, en raison bien toujours un petit peu des inquiétudes de la Fed, mais surtout de la politique protectionnisme de Donald Trump et également dans l'axe du décrochage de Facebook qui entraîne l'ensemble du secteur tech. Et vous savez que le secteur tech est bien une pondération très importante dans les indices, de plus en plus importante, étant donné que c'est le secteur qui surperforme sur depuis les années, depuis une décennie. Voilà. Et ce matin, donc on a le yen, le gold qui progresse et le Nikkei, le Hang Seng, eh bien qui sont frappés également de plein fouet par cette politique de protectionnisme. Donc voilà. Et même si l'Europe est exemptée, eh bien ça donne un sentiment plutôt mitigé ce matin pour les indices européens. Aujourd'hui, on a toujours le sommet européen pour parler du Brexit, la mise en place des tarifs douaniers. On a eu une inflation, vous voyez, japonaise qui est ressortie en légère augmentation. Hein. L'IPC national à 1,5 contre 1,4% précédemment. L'IPC national core 0,5 contre 0,4%. Donc voilà, on a une inflation qui commence à augmenter un petit peu, ce qui permet également de soutenir le yen ce matin. On a l'inflation
au Canada qui sera publié à 13h30, donc catalyseur important, même si voilà, même si on a accélération de l'inflation, honnêtement c'est pas ça qui va permettre au dollar CAD d'emboîter une tendance haussière. Vraiment, ce qui fait pression sur le dollar CAD, le peso mexicain ou même voilà, sur quasiment toutes les devises en ce moment, c'est vraiment la politique commerciale de Donald Trump. C'est le fameux protectionnisme. Et ensuite, nous aurons donc quelques statistiques américaines, puis pardon, le nombre de plateformes de forage en activité aux États-Unis à 19h. Ouais, oui, voilà, 19h. Ouais, donc on passe sur la plateforme. On va commencer par les indices, si vous voulez bien. Donc, vous voyez Nikkei en baisse, le Nikkei qui est en baisse, l'Eurostock 50. Voilà, donc il ouvre avec un gap baissier. Vous voyez, on a un beau gap baissier. Donc voilà, on reste au-dessus, voyez, du support à 3300. Alors attention, c'est pas parce que le DAX, par exemple, va dépasser les 12 000, il faut avoir des signaux convergents entre plusieurs indices. Alors ça, c'est une astuce pour du swing trading. Par exemple, si vous décidiez de shorter le DAX à ce moment-là, c'est globalement risqué si on n'a pas la confirmation d'un autre indice majeur. Je ne vous dis pas l'IBEX ou le MIB, mais par exemple, si le CAC n'a pas clôturé sous les 5000, on peut considérer ce signal comme, voilà, à prendre avec des pincettes. Bon, maintenant, sachez que si vous prenez l'Eurostoxx comme signal pour confirmer ceux du CAC ou du DAX, sachez que le CAC représente 40% de l'Eurostoxx, enfin 30% pardon, et le DAX 30%. Donc, voilà, c'est pas l'Eurostoxx n'est pas forcément un bon un indice pour confirmer les breakouts des autres signaux, même si c'est mieux que rien. Voilà. Donc par exemple, si là on a le DAX qui casse les 12 000, étant donné que le CAC n'a pas cassé ses 5 000 points, qui est l'équivalent des 12 000 sur le DAX, eh bien, moi je considère que ces 12 000 points, c'est pas un signal baissier. Voilà. Donc on va avoir une correction, ou en tout cas, tant qu'on n'a pas de CAC qui casse les 5 000, je pense que ça ne vaut pas la peine de shorter le DAX sur du moyen terme. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a une progression de l'indice parisien ce matin. Donc première résistance à 5130. Vous voyez, on a une belle bougie baissière hier. Voilà, donc c'est vraiment la politique de protectionnisme qui fait pression sur les valeurs à risque, hein, tout simplement. Regardez le gold, à l'inverse, il décolle. Ouais, le gold il vient chez 1350 avec un bon avalement aussi après la Fed. Voilà, c'est direction 1350, voire même beaucoup plus haut. Regardez en hebdomadaire, j'ai pas envie d'alerter, mais regardez en hebdomadaire ce que nous avons depuis tout simplement l'élection de Donald Trump. Non, pardon, même bien avant l'élection de Donald Trump, excusez-moi. Eh bien, on a un triangle ascendant qui donnerait un objectif en cas de dépassement des 1360, hein, parce que la ligne de coup elle est vers 1360, vous voyez, c'est ce plus haut. Eh bien, si on a une clôture hebdomadaire au-dessus de 1360, ça sera un signal haussier. Alors, théorique, jusqu'à c'est 1616. Mais voilà, déjà 1400 puis 1500 seront les premiers objectifs. Donc voilà, c'est une configuration que je surveille sur du moyen long terme. Mais tant que le DXY aura une orientation baissière, ça va de toute façon mécaniquement faire remonter le cours de l'or et donc augmenter les chances d'avoir un cours de l'or, pourquoi pas à 1500 d'ici une année. Voilà. Donc, et si l'or bien évidemment progresse, ça veut dire qu'il y a de l'aversion pour le risque, et s'il y a de l'aversion pour le risque, vous doutez bien que les indices vont reculer. Donc voilà, le CAC, on a un rebond, je dirais plus qu'il est technique ce matin, étant donné qu'on a eu une grosse baisse hier. C'est vraiment qu'on a un petit rebond. Donc voilà, 5130, c'est pour moi, ça me semble le maximum en intraday, surtout un vendredi. Surtout un vendredi, il n'y a pas vraiment de raison de payer, de se positionner en over weekend un vendredi. À part si le prix il est très très intéressant. Si par exemple le DAX était à 12 000 et le CAC à 5 000, bon, se positionner, je parle bien dans la tête des institutionnels, hein, parce que c'est vraiment les institutionnels qui font le marché. Les institutionnels se positionner un vendredi, donc avant la clôture hebdomadaire, faut vraiment que ça en vaille la peine. Et là, vu que le CAC, il n'est pas encore vraiment sur ce support à 5000 points, voilà. Bon, il commence à être sur un support. Regardez, parce que on peut considérer en fait que la zone de support, c'est entre 5000 et
Vous voyez ce prix de clôture qui avait arrêté le flash crash. Donc on peut considérer le CAC entrer dans sa zone de support. Mais bon, voilà. Je pense que les 5000 seront beaucoup plus intéressants. Si par exemple demain le CAC à 5000 et le DAX à 12000, le potentiel haussier, je pense, sera intéressant. En tout cas, ça vaudra probablement la peine de passer long. Voilà, donc le DAX, pareil, on a un rebond technique en intraday, 12 000. Voilà, ça me semble le maximum. Encore une fois, je pense qu'on peut avoir une poursuite de la baisse. Donc ensuite, je pense qu'on va connaître une journée haussière aujourd'hui. Et 12 000, ça va être la résistance. Et ensuite, la semaine prochaine sera une toute autre nouvelle semaine. Mais voilà, concrètement, DAX, je pense qu'on a testé le maximum et à partir de maintenant, ça va plutôt consolider. On va avoir un petit retracement, une petite hausse, voilà. On devrait se maintenir vers les 12 000 points en intraday. Donc, pour répondre à votre question, euh, DAX, RSI et stochastique très bas en H4. Alors, regardons cela. Donc, RSI très bas en H4, oui, maintenant, encore une fois, c'est pas parce que le RSI est bas qu'il faut acheter. Lorsqu'un RSI est en dessous de 50, je vous rappelle, c'est qu'on a un momentum baissier. C'est tout ce que ça nous indique quand un momentum est bas. Voilà. Donc voilà, c'est possible. Vous voyez qu'on vienne rechercher ce support à 11 914. On va se mettre en horaire. Voilà, donc vous voyez 12 000 est testé en ce matin, mais ça peut, on peut très bien venir tester les 11 923. Alors, j'ai une question. Quelle influence du protectionnisme de Donald Trump sur le dollar US? Alors c'est une bonne question. Alors en soi, ça devrait rapatrier des fonds sur le DXY parce que le dollar, faut savoir quand même, c'est une devise, comment dire, c'est je dirais pas que c'est une devise refuge, mais c'est une devise qui attire qui attire les capitaux lorsqu'il y a des tensions géopolitiques et commerciales internationales. L'économie la plus solide aujourd'hui, c'est probablement les États-Unis. D'accord? Donc s'il y a des barrières commerciales, ça profite avant tout aux États-Unis. Maintenant, voilà, ça impacte également la croissance, mais je ne pense pas que ce soit un catalyseur qui va permettre une hausse du dollar. Voilà, je pense pas que c'est ça qui va permettre une progression, voilà, une nouvelle tendance haussière, hein, pas du tout. Ou alors pas encore à ce stade-là. Mais voilà, étant donné, regardez bien, le protectionnisme fait baisser le CAD, le peso mexicain, ça fait baisser également le dollar australien. En fait, tous les grands partenaires commerciaux des États-Unis et ceux qui sont nets exportateurs des États-Unis et les flux, l'argent elle ne disparaît pas. C'est des flux. Si l'argent elle part à un endroit, elle va à un autre. Alors la première chose à observer, c'est qu'on a un retour des capitaux sur les marchés obligataires. Donc, si on regarde, vous voyez, le Bund et le T-Note, vous voyez qu'ils progressent en journalier. Donc on a un retour des capitaux sur ces deux marchés. Donc en clair, le marché qui paye des valeurs d'aversion au risque. Voilà, il se protège et donc ça fait monter le prix du coupon. Et si on regarde les rendements, eh bien les rendements sont en baisse. Post-Fed, mercredi, le 10 ans américain était à 2,94, il est aujourd'hui à 2,80. Donc voilà, on a clairement de l'aversion pour au risque. On a clairement un marché qui cherche à se diversifier, à se protéger de cette politique commerciale. Donc j'ai envie de dire que avant tout, le protectionnisme, ça profite au marché obligataire. Voilà. Après, si je devais choisir une devise, déjà les devises refuges, donc le yen et également le dollar. Voilà donc pour les marchés actions, donc avec le MIB se maintient au-dessus de son niveau 2017. L'IBEX s'enfonce. Alors concrètement l'IBEX
compliqué, hein. Voilà, honnêtement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut, en tout cas, pas se positionner à ce niveau de prix encore, même s'il est très intéressant. Il faut attendre des signaux beaucoup plus voilà forts dorénavant. Cette protectionnisme était difficilement anticipable. Mais bon, à noter que le cours quand même retrace 50% de sa hausse de 2016-2017. Hein. Voilà. Donc ça peut être une zone où on va avoir un rebond. C'est pas pour autant qu'il faut passer à l'achat directement. Voilà. Je tiens à le souligner. Le footy, voilà. Vous voyez que c'est tous les marchés obligataires qui sont en baisse, hein, qui chutent depuis plusieurs semaines, hein, depuis le flash crash. Donc voilà, on a une baisse sur les marchés obligataires. On a une trendline qui vient chercher tous les points bas. Vous voyez tous les grandes mèches depuis 2016 sur le footy et le cours est en train de le tester actuellement. Donc c'est pas impossible qu'on ait un rebond, un pullback à 7000. Étant donné qu'on l'a cassé hier, c'est pas impossible qu'il y ait un repli, qu'il y ait un pullback, pardon. Pareil pour le S&P. On regarde un petit peu sur le S&P, le Dow, si on prend des extensions de Fibonacci, on a potentiellement un pullback qui se fera jusqu'à 22 257. Donc concrètement, même si les prix, on a une forte décote actuellement, je pense que le contexte politique fondamental n'est pas surtout politique, hein, parce que fondamental il est plutôt bon, hein, d'un point de vue macroéconomique. La macro elle est solide aux États-Unis ou dans l'Union européenne, donc voilà. Mais d'un point de vue politique, c'est vraiment, je pense pas le moment de se positionner sur les valeurs à risque. On n'a pas encore fait le point bas à mon avis, donc voilà. Même si on est sur des niveaux, on arrive sur des supports assez intéressants. Voilà, prudence avant de se positionner. Regardez le Nasdaq, c'est pareil. Il vient à sa moyenne mobile à 100 jours. Bientôt la moyenne mobile à 200, à mon avis, elle sera atteinte d'ici quelques séances, hein, la semaine prochaine peut-être. Voilà, donc vraiment DAX, CAC, les indices de manière générale, c'est pas le moment de se positionner sur du moyen terme. Voilà, tout simplement. Alors donc on va se passer sur le Forex, on jette un coup d'œil sur nos indices. Donc on a le NZD qui progresse le plus avec l'AUD. Donc c'est deux devises qui ont fortement subi cette semaine, donc ce qui est plutôt normal, hein, qu'on a un rebond technique encore une fois. Sinon, nous avons le yen qui est à l'équilibre. Donc voilà, il a bien retracé depuis le début de la séance européenne. On a peut-être du coup un changement de l'environnement. On a plutôt probablement, alors je ne dirais pas de l'appétit pour risque, mais en tout cas l'aversion diminue. L'aversion diminue. L'euro se stabilise à ses plus hauts, notre euro index. Le CHF, pardon, toujours en baisse. Hein. Par contre, il est en train de former une divergence, comme vous pouvez le constater. Le GBP qui est assez haut, et vous voyez que c'est là le signal que nous avons. Regardez le RSI qui sort de sa zone de surachat. Concrètement, le GBP, si vous êtes à l'achat dessus, faut peut-être se poser des questions, peut-être prendre des bénéfices. Voilà. Pas forcément le shorter, parce qu'on reste quand même dans une tendance haussière. Mais je pense que prendre des bénéfices n'est pas une mauvaise idée, vu l'état de l'indice du GBP actuellement. Le dollar, pour le moment, vous voyez, recule, post-Fed, tout simplement. Hein. La Fed n'a pas été vraiment convaincante. Les 3 hausses des taux, vous savez que la fameuse question que le marché se pose, c'est est-ce qu'il y aura 4 hausses des taux cette année? Eh bien, pour le moment, Jérôme Powell, l'OFOMC, sont restés sur des projections de 3 hausses des taux. Donc, le marché est déçu, ce qui est assez, c'est normal. Mais donc voilà, le dollar, ouais, qu'on va arriver dans une zone qui va être intéressante à shorter d'un point de vue momentum. Donc voilà, le dollar, moi je suis baissier concrètement. Je suis baissier. D'ailleurs ce matin, c'est la devise qui est la plus baissière. Vous voyez. Donc voilà. Et donc la devise la plus haussière, AUD, NZD. Bon, ça peut être possible d'acheter l'AUD et le NZD face au dollar en intraday, mais seulement en intraday, parce qu'on a un rebond technique. Donc, pourquoi pas le NZD USD, vous voyez, un rebond jusqu'à moyenne mobile à 20 jours,
Donc la moyenne mobile en orange que vous pouvez constater est à 0,7255. Ou encore la USD, voilà, c'est possible qu'on revienne à 0,7744, pardon. 0,7744, c'est possible. AUD Yen, me demande Frédéric. Alors l'AUD Yen, vous voyez qu'il y a un rebond. De toute façon, l'AUD et le NZD sont les deux devises les plus haussières. Maintenant, enfin ce matin, je dis bien. Maintenant, le yen est encore dans une tendance haussière. Vous voyez qu'on n'a pas dépassé cette moyenne mobile à 20 jours. L'AUD est dans une rotation plutôt baissière. Il est en train de tester en plus. Vous voyez qu'il s'apprête à, il va peut-être clôturer finalement la semaine en dessous de cette zone de support. Donc voilà, l'AUD yen, c'est baissier. Et je pense que c'est pas encore le moment de le payer. Je pense que l'AUD yen, il y a des fortes chances que la semaine prochaine on vienne tester les 80. Voilà. Bien qu'on ait une divergence haussière. Bien qu'on ait une divergence haussière. Pour le moment, les signaux ne sont pas en faveur d'une hausse. Et là, ce qu'on a là, simplement, je dirais, un rebond technique. Regardez, lorsqu'il y a des grands chandeliers, de toute façon, les grands chandeliers baissiers par rapport au précédent, eh bien, on a un rebond technique. Voilà, ici, par exemple, grand chandelier baissier, rebond, une correction. Donc voilà, UDM, moi, je reste baissier. Je reste baissier pour le moment. Parce que le marché est clairement dans un environnement diversification ou d'aversion pour le risque, à l'image du Bund et du T-Note. Avec le Bund et le T-Note, même le T-Note est acheté. Donc voilà, on a tant que ces deux coupons seront probablement en rebond, je pense que le yen ne va pas se déprécier. Voilà. Maintenant, dès qu'on aura le gold et ces coupons qui auront une orientation baissière, il y aura des fortes chances que le yen ait une orientation finalement baissière, mais sur du moyen terme. Voilà. Donc pour le moment, le yen, c'est pas encore la devise à shorter, et je suis plutôt déçu de ne pas avoir attrapé de ne pas avoir eu cette vision, parce que quand même le yen, on le surveille, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps maintenant, on surveille cette tendance depuis quand même assez longtemps. On cherche le point pour shorter, et finalement, vous voyez que on avait une tendance haussière. Et au début d'année, dans mon webinaire 2018, et je garde cette opinion-là, hein, pour moi, les deux devises les plus haussières en 2018 seront l'euro, le GBP et le yen. Et pourtant, ça fait quand même un peu plus d'un mois, je pense, que voilà, je cherche le point pour shorter le yen, parce que je l'estime trop élevé. Alors oui, il est trop élevé pour moi, encore une fois, mais voilà, la tendance de fond, elle est haussière. Donc je me suis un peu, disons, déçu de ne pas avoir pu, pas avoir eu la vision pour prendre cette hausse du yen, tout simplement. Pour moi, on allait rester dans ce range, vous voyez. Pour moi, on allait rester dans ce range et finalement, on est sorti et depuis, je ne fais que chercher le point pour shorter et finalement, pour le moment, nous ne l'avons pas. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt dommage de ne pas avoir pu profiter de cette hausse du yen, en tout cas pour ma part. Voilà. Et donc c'est tant que la tendance est haussière, tant que le yen évolue au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, je pense qu'il faut toujours, enfin ceux qui sont à l'achat, je pense qu'il faut garder les positions acheteuses, et ceux qui ne sont pas sur le yen comme moi par exemple, eh bien faut attendre soit un pullback majeur, donc soit un pullback disons de 50% de retracement, parce que il convient pas d'acheter le yen à n'importe quel prix non plus, donc au moins 38%, voire 50 serait l'idéal. Et si on a un franchissement à la moyenne mobile à 20 jours, ça sera un signal baissier. Voilà, ce sera un signal baissier tout simplement. Donc pour moi, le yen, moi je l'observe, je ne le paye pas parce que j'estime que voilà, on n'est pas à un bon point d'entrée. Euh, et voilà, donc je reste à l'écart. Mais sachez que le yen a une orientation haussière tant que concrètement le coupon sera haussier et le gold sera haussier. D'ailleurs le gold, c'est direction 1350 puis 1360. Hein. Si DXY, on part du principe qu'il va venir chercher 88, l'or ira très probablement chercher 1360. Donc voilà, moi je suis haussier sur l'or. Hein. Haussier, oui, sur l'or. Et vous voyez l'argent, avalement haussier, pareil sur l'argent. Et encore une fois, l'argent qui sous-performe l'or. Que là, l'argent, honnêtement,
je dirais qu'il y a un bon point d'entrée sur du moyen long terme pour viser 17,50 et 18. Alors, on a eu l'abattement haussier. L'or s'approche de sa résistance, vous voyez qu'il est quand même à bout de, enfin, il est pas à bout de souffle, mais on va dire que les résistances s'accumulent près de 1360, près de 1350, pardon. Alors que l'argent, bien les prochaines résistances, c'est quoi? C'est la moyenne mobile à 200, puis les 17,50. Donc là, entre le prix actuel et la moyenne mobile à 250, à 200, pardon, on a 1,53%. Et pour l'or, nous avons même pas 1% avant les 1350. Donc, même si l'argent, il semble, vous voyez, plus aplati, moins volatile, il semble moins volatile, mais il n'est pas moins volatile, hein, eh bien, l'argent, il y a beaucoup plus à faire, je pense, que l'or actuellement. Et donc voilà. Sur le Forex ce matin, je pense que l'AUD, le NZD sont deux devises assez intéressantes à payer, je dis bien en intraday, mais simplement pour en fait jouer le pullback, parce que c'est deux devises qui ont probablement été les plus baissières cette semaine, donc c'est normal qu'il y ait un pullback, qu'il y a le clôture des positions short, vous savez, les clôture les potes. Donc faut pas oublier que les marchés sont réalisés par les instituts et les instituts cherchent à se protéger le week-end, parce que le week-end c'est 2 jours où les traders ne sont pas derrière leurs écrans et où plein d'annonces peuvent arriver. Donc voilà, le marché, les instituts préfèrent se mettre sortir du marché, se mettre off du marché. Et donc vous savez que les institutionnels sont sur les futurs, sont beaucoup sur les futurs, et les futurs ont la partie, c'est comme un petit peu les CFD. Voilà, donc on peut, c'est-à-dire acheter, vendre à découvert, et pareil avec des effets de levier. Donc les instituts peuvent très bien profiter des ventes à découvert. Voilà. Et donc ils peuvent également shorter comme nous, donc profiter de la baisse. Donc c'est normal que même en fin de semaine, si on a une belle baisse d'un actif, comme l'AUD, vu que on peut considérer que vu que les instituts ont profité de cette baisse, eh bien ils prennent leurs bénéfices sur leur position vendeuse. Voilà. Peut-on rentrer maintenant sur l'argent, Catherine? Alors oui, pour moi ça me semble possible d'entrer maintenant, encore une fois sur du moyen long terme, déjà pour viser la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez que c'est la première résistance, vous voyez, résistance à ce moment-là, en mars, en février. Maintenant faut choisir un bon stop. Donc à long terme, si on vise directement 17,50, vous voyez que ça fait alors je ne sais plus, c'est le pips, le minimum, je pense que c'est la troisième décimale. Alors si c'est la troisième décimale, ça fait 1000 pips, ça me semble beaucoup. Bon, en tout cas, on a un potentiel haussier de 6% depuis le prix actuel, et un stop, vous voyez, en dessous du prix plus bas de 2%, ça fait un ratio risque rendement de 3. Donc, rien que sur du long terme, moyen long terme, c'est possible. Maintenant, si on vient viser que la moyenne mobile à 200 jours, donc ça fait 1,48. Donc si on veut avoir un ratio risque rendement de 2, étant donné qu'on sait qu'on va clôturer un petit peu avant, voilà, donc on va essayer de chercher 2. Donc 2,48 et 1,21. Vous voyez, donc voilà, si on met un stop en dessous de ce précédent plus bas, c'est possible. Vous voyez, en plus c'est logique, ça correspond. Faut jamais positionner un stop par rapport au take profit, d'accord? Mais là par exemple, ça coïncide. Enfin, je veux dire, on a un ratio risque rendement positif. Le stop en dessous de cette précédente, de cette de la mèche de la veille, voilà, ça peut être un scénario. Ça peut être c'est un stop qui peut être mis en place. Et donc le gaz, alors j'ai pas regardé le gaz depuis un certain temps quand même. Donc le gaz, bon bah il retrace. Hein. Finalement, il a retracé que 38,2 et pas jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui sont sur le gaz. Bon, normalement, de toute façon, il n'y a aucune perte sur ce trade, étant donné qu'on est rentré très très tôt. Donc, normalement, votre stop est au moins au-dessus du prix d'entrée, ou alors vous avez pris des bénéfices. Bon, maintenant, l'objectif jusqu'à la moyenne mobile de 100 jours n'a pas été atteinte, mais bon. Au moins, normalement, la plupart a pu avoir des bénéfices. Et donc le GBP, alors GBP CHF,
Ouais, le GBP s'achève, voilà, on a, regardez, ce qu'on a là, on a bearish, on a eu un avalement baissier, pardon, avalement baissier sous cette oblique haussière, cette oblique haussière qui est ni plus ni moins que la parallèle qui vient chercher ces 2 points. Vous voyez, je la reporte et on considère tout simplement ce qui est au-dessus comme de l'excès. Et vous voyez que le RSI, pareil, était dans un excès et il ressort. Donc GBP s'achève, voilà, 1,34, on prend les bénéfices, voilà, on clôture. Pour ceux qui avaient pris une partie en début de semaine, ce qui fut mon cas personnellement, voilà, 34, la ligne était fermée. Donc voilà, c'est un petit peu en dessous du seuil psychologique. Rappelez-vous, hein, les seuils psychologiques agissent comme des zones. Donc c'est important, de toute façon, que ce soit sur un support, n'importe quel support résistance, de prendre des bénéfices quand vous êtes à la vente un petit peu au-dessus du support et quand vous êtes à l'achat un petit peu en dessous de la résistance. Parce qu'il ne faut pas considérer comme une résistance comme au pips près. C'est une zone. Voilà. Donc voilà. Et donc le problème, c'est que si vous prenez des bénéfices à la résistance, parfois, ça arrive. Souvenez-vous, le CADIEN il y a quelques mois, où à un pips près, notre stop n'a pas été déclenché, notre take profit n'a pas été déclenché. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient pris des bénéfices juste avant, et donc ça a fait baisser le cours. Et donc à un pips près, le cours n'a pas atteint notre objectif, parce qu'on visait le seuil psychologique pile. Voilà. Donc voilà, moi, ce que je conseille dans la positionnement de stop ou take profit, c'est de prendre en considération cette information qui est d'agir, de comment dire, de visionner les supports résistance comme des zones et non pas un chiffre, un nombre à la décimale près. Voilà, faut être relatif. Et donc voilà, pour chez PPCHF, voilà, fin du trade, fin de l'opportunité, je pense. Donc voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. J'espère que ça va être clair. Alors, avant de partir, je souhaite vous annoncer que nous mettons en place une petite enquête à la fin de ce point de marché. Donc, n'hésitez pas à prendre. Alors, je vous demande pas à tous les webinaires, mais de temps en temps y répondre. Ça permettra d'améliorer un petit peu le contenu. Voilà, si vous avez des idées, vous pouvez les mettre dans cette enquête. Ça dure, c'est que 4 questions, hein, c'est simplement 4 questions, donc ça va extrêmement vite et elles sont déjà les réponses sont déjà prédéfinies. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Comme ça, moi, ça me permettra eh bien voilà, de changer, d'améliorer ce point de marché et qui correspond un petit peu plus à vous, à, aux auditeurs. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à, à répondre à cette enquête. Alors pas forcément à tout. Alors non, l'enquête normalement c'est quand vous allez sortir de ce webinaire, vous devriez recevoir l'enquête. Alors c'est la première fois que je le fais, donc voilà, je ne suis pas certain, mais normalement ça devrait être le cas. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas, d'être objectif surtout, c'est tout ce que je demande dans cette enquête. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Yoav Nizar sera parmi vous dans quelques instants. Et écoutez, encore une fois, excellente journée, excellent week-end. Et soyez prudents sur les marchés. Un lundi.